Bonjour et bienvenue dans le décryptage de Radio Taïwan International proposé par Florian Dai ce mardi 28 avril qui revient sur la journée Jeunes chercheurs 2026 qui s'est tenue hier, co-organisée par le Centre français de recherche sur la Chine contemporaine, le CEFC, et l'École française d'Extrême-Orient, EFEO, et animée donc par les directeurs de ces deux institutions, respectivement Cora Donnery et Franck Mouillard. Hier, donc, 11 jeunes chercheurs et chercheuses francophones, à différentes étapes de leur parcours entre le Master 1 et le post-doctorat, ont partagé l'état de leur recherche en présence de nombreux chercheurs et chercheuses, professeurs, d'autres étudiants et étudiantes aussi, et même des élèves de classe de première, donc au lycée, à l'école européenne, qui étaient présentes pour une partie de la journée. Franck Mouillard a indiqué « Cette année, on l'a fait un peu plus tôt dans le calendrier. Et on a eu la grande surprise d'avoir un très grand nombre de personnes qui souhaitaient y participer, et beaucoup plus que d'habitude. Donc je pense que c'est un très bon signe sur la qualité et le dynamisme des études francophones à Taïwan. Et ce n'est pas forcément sur Taïwan, vous verrez qu'on a des interventions qui, bien sûr, vont être sur la Chine, mais aussi sur la Mélanésie. Donc on a un vivier de jeunes chercheurs qui travaillent à Taïwan sur des sujets qui ne sont pas uniquement taïwanais. Je pense qu'il faut le souligner. Les 11 interventions de la journée ont été divisées en 4 sessions, 2 le matin et 2 l'après-midi. Donc je vous parlerai des 2 du matin aujourd'hui et des 2 de l'après-midi dans le décryptage de demain. La première session sur les religions, rituels et institutions morales a débuté avec une présentation de Marta Pavone, chercheuse que vous avez déjà rencontrée dans les 2 derniers épisodes de Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Elle avait partagé ses recherches doctorales sur le dieu du sol, Tudigong, et en particulier un grand temple dans le nord de Taipei, le Hanglode. Donc je vous invite à écouter ces émissions pour en savoir plus au sujet de ce temple en particulier. En ce qui concerne l'intervention d'hier, Marta Pavone a focalisé son intervention sur une comparaison entre les 3 grands temples du dieu du sol de Taïwan, donc des grands temples très réputés pour leur efficacité, pour un tourisme religieux important et dont la compétition est aussi souvent accentuée par les médias. Ces 3 temples sont situés, un à Taipei, dans le nord de Taïwan, un au centre, à Nantou, et un au sud, à Pingdong, et chacun a ses spécificités. Le Hanglode, situé donc dans le quartier de Zhonghe à Taipei, compte un musée d'histoire du temple. Il distribue des brochures et un almanach. Et il a un site internet aussi qui met en valeur les différentes phases de construction du temple depuis sa fondation par un Chinois migrant à Taïwan donc, et puis après l'élargissement du temple et de sa communauté jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, le temple Fu'an, situé à Checheng dans le comté de Pingdong, insiste sur sa date de fondation en 1662. Donc il est présenté comme le plus ancien temple de Taïwan et peut-être même d'Asie du Sud-Est. Et le temple insiste sur le rôle de médiation qu'il a eu, notamment pendant la dynastie Qing, alors qu'il était situé dans ce qui était une zone de frontière. Enfin, le temple de Zhenan à Zhoushan, dans le comté de Nantou, qui est plus modeste en taille, a construit son histoire, lui, sur l'efficacité d'une interaction entre les dieux et les pratiquants. Donc on peut par exemple demander un prêt au temple et qu'il faut ensuite rendre avec des intérêts. Et le temple Zhenan tente aussi de patrimonialiser ces pratiques et de les inscrire dans une histoire locale. Ensuite, Luc Castaneda, doctorant à l'EHSS, actuellement à l'Institut d'ethnologie à l'Académie Sinica, qui est également le président de l'Association francophone d'études taïwanaises, nous a plongé dans les fabriques de savon du grand groupe bouddhiste Tzu Chi sur la production monastique et le travail des affects. La fondation caritative bouddhiste Tzu Chi, qui est fondée par la nonne Zheng Yen, compte aujourd'hui environ 200 nonnes et beaucoup de bénévoles. Tzu Chi est divisé en plusieurs unités juridiques et financières. Donc il y a la fondation caritative qui est financée par des dons privés très importants. Il y a un hôpital, il y a une université, il y a le monastère qui vend les enseignements de maître Zheng Yen et des produits alimentaires ou cosmétiques, dont les savons qui sont fabriqués par les nonnes. Tzu Chi donne à voir un modèle de nonne autosuffisante qui n'accepte pas de donations et met en valeur le travail comme pratique spirituelle en comparant le fait de se baisser pour cueillir les fleurs
pour faire des savons, donc avec la prosternation devant Bouddha. Luc Castaneda a passé 2 semaines dans une fabrique de savon de Tsuji et a vu qu'en fait les nonnes sont très occupées, mais pas dans les champs. La fabrique compte 2 salariés qui sont chargés de l'accueil des volontaires, du marketing, de l'administration, etc. Et ce sont des bénévoles qui font toute la cueillette, qui sont accueillis dans les dortoirs du monastère, se lèvent à 3h30 le matin, mangent au réfectoire et passent donc aussi beaucoup de temps à travailler pour le monastère. Les nonnes, elles, travaillent sur les machines dans des espaces qui ne sont pas ouverts au public. Les employés font beaucoup de visites et bénévoles et visiteurs sont invités à participer à cueillir les fleurs. Les nonnes insistent beaucoup sur l'importance de cueillir des fleurs parce que le but de la cueillette pour eux c'est vraiment l'émotion. Il faut que les visiteurs soient touchés et l'impression de contribuer, même si leur contribution n'est pas forcément très efficace pour la production. L'important c'est vraiment que les gens se rendent compte que le travail des nonnes est très dur physiquement. Et l'objectif est de créer chez les visiteurs un sentiment de respect, d'admiration et de gratitude et d'amour. Donc ce savon, il n'est pas finalement bon uniquement dans sa finalité économique, il est porteur de valeurs morales. Le savon, il est bon à fabriquer, il est bon à raconter, il est bon à penser. Mais ce rapport secondaire à la finalité économique, il est aussi rendu possible par l'aisance matérielle de Tsuji et du lignage Jingxing. Ces savons-là, ils coûtent très cher. Ils coûtent 200 $ taïwanais, donc à peu près 6 €, et vous voyez bien qu'ils ne sont pas très gros non plus. Mais comme le dit Thomas, le salarié, les gens, ils n'achètent pas juste un savon. Fin de la citation. Ils achètent un label, parce qu'il y a un petit tampon sur les produits aussi. Ils achètent un storytelling, ils achètent une expérience. Le savon, il devient ainsi un symbole des labeurs du monastère et de l'éthique des nonnes. Il purifie la peau et l'esprit jusque dans l'intimité des salles de bain. Et si les membres de Tsuji et les volontaires de Tsuji, ils acceptent d'acheter ces produits monastiques à ce prix-là, c'est aussi parce qu'ils partagent cet univers de valeurs et ils sont insérés dans cette économie morale, affective particulière. Léopoldine Klinger, chercheuse en anthropologie à l'université Paris-Nanterre, s'est ensuite penchée sur les marionnettes divinités exorcistes et en particulier les rituels taoïstes pratiqués de nos jours à Taïwan. Alors, les marionnettes taïwanaises à gants qui sont jouées devant les temples ou dans des séries ou jeux vidéo sont les plus connues. Il existe plus de 500 troupes à Taïwan et nous en avions parlé dans l'interview avec Iris Lae. Les marionnettes à fil, par contre, sont bien moins visibles à Taïwan. Elles sont également venues de Chine et elles sont mentionnées à Taïwan pour la première fois en 1835. Il est difficile de connaître le nombre de troupes ou de maîtres marionnettistes parce que c'est souvent assez confidentiel et entouré d'interdits. Léopoldine Klinger a suivi en particulier 2 troupes. La première, à Taipei, Lumière Printanière, est dirigée par un marionnettiste qui est aussi un maître taoïste et qui s'est spécialisé dans l'exécution de la danse de Zhonghui. Donc la danse de Zhonghui, c'est un rituel qui fait intervenir la marionnette du dieu taoïste Zhonghui pour chasser d'un lieu les malmorts. Les malmorts, ce sont des morts qui sont décédés de façon prématurée et ou violente. La seconde troupe, à Kaohsiung, le Phénix volant brodé, est l'une des rares troupes professionnelles de marionnettes à fil à Taïwan. Par troupe professionnelle, j'entends qu'à ma connaissance, c'est la seule qui fait uniquement des marionnettes dans son métier. Donc c'est un couple de marionnettistes qui jouent dans les temples, mais aussi dans des festivals culturels et des écoles primaires dans lesquelles ils transmettent l'art de la manipulation des marionnettes. Le premier axe qu'elle présente est celui de l'agentivité des marionnettes. Les marionnettes à fil sont vues comme des statues de dieux capables de bouger. Certaines marionnettes figurent donc des divinités et sont consacrées de la même façon que le seraient des statues de temple. Ainsi, le travail des marionnettes se rapproche de celui des médiums taoïstes, mais le maître marionnettiste est plus éloigné du mal que combat la divinité marionnette, alors que l'homme médium est directement possédé par la divinité. Les divinités incarnées par les marionnettes sont principalement soit le dieu Zhonghui, donc le dieu des fantômes chargé de soumettre les fantômes, ou bien le dieu Tiandu qui lui les éloigne et qui est aussi messager pour les fantômes. Ensuite, la chercheuse s'est penchée sur les tensions entre interdit et spectacularisation, parce que d'une part, les représentations ont souvent lieu à huis clos, et les femmes enceintes et enfants n'ont pas le droit de regarder, par exemple.
Si une représentation est faite après un suicide, pour que le fantôme de la personne qui s'est suicidée ne reste pas là, eh bien ce sera la famille et la troupe qui font le rituel, mais les personnes extérieures ne peuvent pas y assister. En 2011, certaines séquences des rituels ont été ouvertes au public, mais d'autres restent entourées d'interdits. D'autre part, la transmission se fait traditionnellement uniquement dans la famille et aux hommes, à l'exclusion donc des femmes, mais c'est quelque chose qui est aussi en train de changer. Par exemple, la troupe de Kaohsiung, Jin Fei-fong, a la seule femme marionnettiste de Taïwan, et c'est une femme qui joue souvent dans les écoles ou les milieux profanes, mais moins dans les rituels, sauf s'il y a un manque d'hommes marionnettistes. Et cette troupe a aussi formé des personnes extérieures à la famille pour essayer de préserver ces traditions. Enfin, Léopoldine Klinger a parlé des nouveaux usages de ces marionnettes, notamment au cinéma, où on voit des films d'horreur grand public avec des divinités marionnettes, comme le film The Rope Curse, la malédiction de la corde, pour une traduction littérale. Et c'est un film qui présente un enchaînement de malédictions après un rituel dont les interdits n'ont pas été respectés. La seconde partie de la matinée nous a permis de faire un bond dans l'histoire vers la dynastie des Qing, donc du XVIIe au XIXe siècle, avec Simon Astrup Gay, en Master 1 à l'EHESS FEO, qui a partagé ses recherches sur l'impérialisme Qing sur l'île de Taïwan. Taïwan avait été colonisé en partie par les Hollandais, et puis c'est Koxinga ou Zhengchengong qui avait repris le pouvoir là-bas, et l'amiral Shelang les a chassés en 1683. Se pose donc la question de que faire de l'île de Taïwan. L'empereur Kangxi a déclaré « Taïwan est une île barbare et lointaine, pas digne d'être soumise à notre autorité ». À l'époque, le ministère des Finances avait aussi dit « Taïwan est séparé par de vastes mers, les vents et conditions de navigation étant incertaines. Il est donc difficile de s'y conformer strictement aux délais réglementaires ». Le fait que Taïwan soit dite « séparée par de vastes mers », c'est une expression très fréquente dans les textes de l'époque. Simon Astrup Gay propose donc un travail sur l'histoire environnementale des empires et comment Taïwan, en tant que zone de frontière, est un lieu à la fois de lutte institutionnelle, culturelle et matérielle pour les Qing, et en quoi l'insularité de Taïwan joue un rôle majeur dans l'application de l'impérialisme Qing sur l'île. En 1684, la décision est actée de faire entrer Taïwan sur la carte et dans l'empire Qing, mais comment dépasser la frontière maritime? Kangxi utilise l'image d'un dragon, tantôt immergé et tantôt surgissant à l'air libre, pour expliquer l'existence d'îles formant partie d'une même unité territoriale. Administrés donc de loin, les fonctionnaires d'outre-mer sont nommés par les Qing pour gouverner l'île. On dit que ces fonctionnaires devaient avoir une forme de vigueur physique pour faire face aux potentiels rebelles de Taïwan, car elles pourraient être mal adaptées aux conditions locales. Une centaine d'années plus tard, alors que Taïwan est découpé en quelques districts, il est rapporté que ce territoire d'outre-mer est éloigné et sauvage et qu'il y a besoin de redécouper le territoire pour qu'il soit plus facilement gérable. Il y avait aussi de nombreux typhons en mer de Chine qui posaient un vrai problème pour les communications impériales à travers le détroit. Cette recherche est donc un cas d'étude de l'adaptation de l'impérialisme Qing à un contexte insulaire qui montre les difficultés à maintenir cet équilibre, mais aussi la flexibilité de la gouvernance impériale des Qing. Et pour clore la matinée et ce décryptage, Rubén Almendros, qui commence un post-doctorat à l'Institut de littérature et philosophie chinoise de l'Academia Sinica, travaille donc sur le sud de la Chine et le Guangdong, sur l'émergence de la fiction vernaculaire au début du XIXe siècle. Et donc sa présentation d'hier portait sur le point de départ de cette étude, à savoir un ouvrage intitulé « Nouveaux propos sur le Guangdong » de Chu Da-jun, qui est publié en 1700 et qui situe le Guangdong comme centre de production de savoir et qui contient aussi un projet identitaire chinois. Alors, Chu Da-jun, c'est un lettré loyaliste d'origine cantonaise qui a écrit beaucoup de textes, à la fois de la poésie, des proses, etc. Et les 28 rouleaux du Nouveau propos sur le Guangdong ont pour objectif de créer une sorte de chronique extra-officielle, une enquête thématique structurée par catégorie qui complète les autres ouvrages existants sur le Guangdong. Ces nouveaux propos sur le Guangdong commencent par poser les bases dans le discours sur le ciel, le discours sur la terre
Et ensuite, d'autres thèmes, par exemple le discours sur la poésie, qui contient des chants en langue cantonaise, et puis d'autres sur les ressources naturelles de la région, les folklores, la vie sociale, les pratiques religieuses, qui sont évaluées aussi selon leur utilité morale et sociale. Et il y a aussi un goût particulier pour l'insolite qu'on trouve par exemple dans les chroniques de l'étrange. Globalement, donc, dans les nouveaux propos sur le Guangdong, l'auteur affirme que le Guangdong est un nouveau centre culturel majeur pour le savoir lettré. Et cet ouvrage présente également le Guangdong comme central pour préserver une culture authentiquement chinoise. Il donne une nouvelle interprétation cosmologique pour que la côte sud chinoise soit recentrée en intégrant les espaces maritimes. Et sur le plan ethnique, un chapitre est intitulé « Les véritables Yue ». Yue étant un terme qui désigne à la fois la région, la langue et le peuple cantonais. Chu Dajun affirme que le Guangdong, peuplé par les véritables Yue, est une terre de préservation de la culture chinoise face à la dynastie Manchu-Qing plus au nord, et que les ethnies locales dites barbares ont été assimilées, notamment sous l'empereur Qin Shi Huangdi, qui est celui qui a unifié la Chine donc en 220 avant Jésus-Christ. Il écrit « Ainsi, les Yue connurent une première transformation sous Qin Shi Huangdi, puis une seconde sous l'empereur Wu Dehan. Les sommes venues de Chine ont pu recevoir sur cette terre les bienfaits d'une culture florissante, et ce jusqu'à aujourd'hui. Comment pourrait-on ignorer l'origine d'une telle évolution ? Et nous voici déjà au terme de ce décryptage. Je vous donne rendez-vous dans l'émission de demain pour vous parler des interventions de l'après-midi de cette journée jeunes chercheurs qui a eu lieu hier à l'Academia Sinica, organisée par le CEFC et l'FEO. C'était un décryptage présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International.